Donc, première table ronde sur l'importance du diagnostic des pathologies neuropsychiatriques, animée par le docteur Olivier Drunat, qui est chef de service de neuropsychogériatrie à l'hôpital Bretonneau à Paris, et avec les interventions du docteur Piccoli, qui est gériatre et responsable de l'équipe mobile de gériatrie intra-hospitalière à l'AP-HP, qui nous parlera de Diogène et de questionnement éthique. Le docteur Sylvie Pariel, qui est psychogériatre à Charlefoix. Le docteur Thierry Gallarda, le professeur Marie Sarrazin, qui sont au centre mémoire de ressources et recherches au GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences. Et puis le docteur Cécile Hanon, qui est psychiatre au centre ressources régionales de psychiatrie du sujet âgé à Corentin-Selton. Merci à chacun. Bonjour à tous, merci pour l'invitation et félicitations pour cette journée. Et je pense que c'est vraiment important qu'on puisse parler de ce sujet, et tant mieux s'il y a beaucoup de monde. Vous avez tout dit, donc je ne vais pas dire grand-chose de plus. Il y a 2 gériatres, 2 psychiatres, 2 femmes, 2 hommes, voilà, donc la parité. Prendre soin, c'est déjà commencer par un diagnostic, et donc on se pose toujours la question de savoir s'il y a du somatique, s'il y a du psychiatrique, s'il y a du neurologique, si c'est intriqué. Et puis, prendre soin, c'est savoir aussi où faire un diagnostic, auprès de qui on peut s'adresser. Et donc, je pense que c'est intéressant qu'on puisse avoir les 2 spécialités qui s'expriment, et des modes d'exercice différents, ou en tout cas des structures différentes et parfois complémentaires. Et donc, c'est important qu'on puisse découvrir tout ça. Et donc, moi, je ne dis pas grand-chose de plus. Je vous propose une discussion groupée à la fin. Et donc, je vais surveiller le temps quand même, parce qu'on démarre à la fin, puisque 14h45. Et on va donner la parole déjà à Mathieu Piccoli, qui est gériatre sur l'équipe mobile de Broca, et il nous parlait des maladies du cerveau, et notamment du Diogène, avec l'expérience qu'il a. Merci beaucoup. Donc bonjour à toutes et à tous. Mathieu Piccoli, je suis le responsable de l'équipe mobile de gériatrie intra-hospitalière de Cochin. Et je suis donc gériatre. Je travaille aussi en CMRR. Le but de cette présentation dans une session qui est autour de faire un diagnostic, même si Diogène était le chef de file de la philosophie cynique, c'est pas d'être cyniquement dans le constat d'un écart à la norme, mais bien de le faire dans une démarche qui vise à l'autonomie et donc d'essayer de défendre l'autodétermination, c'est dur à dire avant le café, malgré les problématiques de santé. Et c'est vrai que pour nous, un des enjeux les plus importants, c'est de dire que le syndrome de Diogène, ça n'est pas un diagnostic. Un peu de la même manière que le syndrome méningé ne va pas nous dire si c'est une cause bactérienne ou une hémorragie à l'intérieur du crâne. Et ça va être important parce que, évidemment, on n'aura pas la même conduite à tenir, ni pour faire le diagnostic, ni surtout après pour les soins. Donc, dans la partie Diogène, il y a une association avec un rapport aux objets qui est pas forcément normal, pathologique, avec une accumulation qui va retentir sur le fonctionnement social, qu'empêche notamment d'utiliser certaines pièces du lieu de vie. Un rapport au corps qui peut être aussi pathologique, avec notamment une incurie corporelle et une forme de négligence à certains des besoins primaires, et éventuellement un rapport aux autres qui se manifeste notamment par l'opposition à l'aide extérieure, voire le refus de certaines convenances sociales, le repli sur soi, qui s'associe ou non à une conscience, soit d'une partie, soit de la totalité du trouble. Et il est vrai que ce sont des personnes qui vont aussi accumuler un certain nombre de problématiques vis-à-vis de leur propre santé. Et c'est pour ça que ça me paraissait important toujours de remettre en haut la définition de la santé selon l'Organisation mondiale de la santé, qui est vraiment le bien-être physique, mental et sociale, en disant bien l'intrication qu'il y a entre les deux et peut-être la nécessité à décloisonner le sanitaire, le médico-social et le social, mais c'est une petite parenthèse, je ne m'attarde pas là-dessus. Et en tant que gériatre qui travaille majoritairement dans un service d'urgence, les urgences peuvent être un des modes d'entrée dans les parcours de santé pour les personnes qui sont atteintes d'un syndrome de Diogène. Alors vous avez plusieurs axes. L'axe, on va dire, de la demande
ou de la plainte. Vous avez l'axe de est-ce que les symptômes de Diogène sont plus ou moins au premier plan, et bien sûr un axe, on va dire, de temps et de rupture sociale, de précarité qui peut être de plus en plus intense, qui vont nous permettre de schématiquement grouper ces modes d'entrée en 4 grands types. Vous avez en haut à gauche l'axe des situations dans lesquelles il va y avoir un problème qui va être un problème surtout par rapport aux autres. C'est un peu le témoignage qu'on a entendu ce matin dans la bande-annonce de Au bord du monde de Venceslas qui disait « on dérange toujours ». C'est aussi la manière que peuvent avoir certaines personnes d'être les coupables idéales. De l'autre côté, en bas à gauche, on a des symptômes avec des personnes qui peuvent venir par elles-mêmes, qui vont venir par rapport au retentissement que ça peut avoir sur leur vie, la souffrance que ça peut leur provoquer, et qui ont à minima un peu conscience de leurs difficultés. En bas à droite, on va avoir vraiment un autre symptôme complètement gênant, et c'est en creusant un petit peu qu'on va se rendre compte, mais en fait, il y a peut-être une problématique autour du syndrome de Diogène. Et en haut à droite, le grand groupe des situations dans lesquelles souvent il y a une personne qui va s'inquiéter pour la personne qui vit avec le syndrome de Diogène, mais il n'y a pas forcément une envie réelle, c'est ce qu'on discutait à l'instant sur les petits films, de rentrer dans un parcours de santé. Et il y a 2 modèles qui permettent de bien prendre conscience de ça, qui sont le modèle de la chute et le modèle de la confusion aiguë. Et là, l'enjeu, c'est vraiment, en tout cas en tant que gériatre, c'est un de nos enjeux, d'arriver à faire le diagnostic des causes qui vont générer d'un côté soit la chute, soit la confusion aiguë. Et ça va être important parce que ces signes d'alerte, eh bien, ils peuvent nous inciter à penser les risques somatiques, soit des causes, soit des conséquences de cette chute, cette plaie ou cette confusion aiguë. Et par la suite, en déroulant un petit peu, une fois qu'on a fait le diagnostic, eh bien, d'arriver à faire le diagnostic d'abord en se disant peut-être il y a des troubles d'ordre neurocognitif. On va revenir un peu plus tard derrière, en se disant en dernier lieu que ce n'est pas parce qu'il y a des symptômes qu'on retrouve aussi dans les pathologies de la santé mentale que nécessairement il s'agit d'un diagnostic de pathologie d'ordre de la santé mentale. C'est un diagnostic d'élimination et c'est important de bien dire que même s'il y a un chevauchement en termes de symptômes, ça n'est pas pour autant que c'est spécifiquement quelque chose de dit psychiatrique. Ça me paraît important d'insister là-dessus. Et le troisième point, c'est qu'il y a parfois aussi, souvent d'ailleurs, des comorbidités comme les addictions ou l'état de stress post-traumatique, et il y a des interventions qui sont possibles là-dedans. C'est aussi intéressant de pouvoir les connaître. Néanmoins, on voit qu'il y a aussi quelques risques qui sont renforcés puisqu'on est dans une situation d'opposition à certaines propositions. Là, on ne va pas forcément faire un cours de diagnostic ou de diverses pathologies neurocognitives. L'enjeu, c'est plutôt de voir qu'il y a diverses pathologies qu'on peut retrouver quand il y a une plainte, entre guillemets, de la mémoire, ou en tout cas vis-à-vis de syndrome de Diogène. Et ces formes sont quand même généralement soit à un stade extrêmement débutant, à un stade prodromal avant qu'on arrive à faire un diagnostic qui va s'écouler quelques temps, ou alors à des stades un peu plus évolués, on aura des formes qui seront mixtes ou éventuellement accentuées, aggravées par les addictions ou par les complications de la précarité. Ce qui est important, c'est que finalement, on retrouvera quand même quelques grandes familles de pathologies. Une qui est relativement connue, qui est la maladie d'Alzheimer, qui peut donner des difficultés avec l'avancée en âge et faussement orientée vers un diagnostic exclusif de syndrome de Diogène. Celle qui est aussi retrouvée, c'est la dégénérescence lobaire frontotemporale dans son versant éventuellement comportemental, mais on voit bien qu'il peut y avoir aussi d'autres diagnostics. Ce qui est vraiment important, c'est que évidemment dans chacune de ces grandes familles de pathologies, eh bien, les
problématiques, les interventions qu'on va pouvoir proposer vont pas être les mêmes, et donc nécessairement c'est aussi pour ça que ça va être intéressant de faire le diagnostic. Et donc l'idée finalement de faire le diagnostic, c'est surtout de favoriser l'accès aux soins les plus adaptés. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir les différentes filières qui vont être l'objet des présentations ultérieures après moi, et un certain nombre d'enjeux de la réflexion éthique qu'on peut se proposer à gauche dans ce tableau. C'est en fonction des pathologies sous-jacentes, eh bien, on peut aussi faire valoir le droit à la santé. On peut se poser la question de l'opposition, qui est plutôt la manifestation d'une vulnérabilité cognitive, qui n'est pas exactement la même chose qu'un refus qui serait pleinement éclairé. Je prends souvent l'exemple de la transfusion sanguine chez les personnes qui sont témoins de Jéhovah, qui savent exactement pourquoi est-ce qu'elles refusent et l'argumentent en disant « je sais très bien que pour moi c'est pire », etc. Ce n'est pas exactement la même chose que quelqu'un qui n'est pas en capacité de bien comprendre la totalité des tenants et les aboutissants de ce qu'on peut proposer. De la même manière, il y a souvent une souffrance de la personne, elle n'est pas toujours partagée, et donc il va falloir, c'est un peu les enjeux de s'apprivoiser dans la rencontre, arriver à obtenir cette confiance pour pouvoir recevoir une part de cette souffrance, et bien le mettre en parallèle qu'on n'est pas là pour faire du contrôle social, ce qui nous envisagerait éventuellement de dire qu'on désencombre un logement exclusivement pour faire plaisir aux voisins, mais on est plutôt dans l'idée d'accompagner vers le soin, mettre à l'abri une personne, faire en sorte qu'elle puisse vivre selon ses convenances et selon ses choix. Et c'est pour ça qu'on essaye de développer aux urgences une forme de conduite à tenir un peu, j'allais dire, rationnelle dans notre manière d'aborder cette situation-là, qui est toujours un peu la même, qui ne va pas casser des briques pour les collègues médecins qui sont là. Je pense que c'est classique pour tout le monde, mais ça témoigne néanmoins d'une démarche et d'une volonté d'arriver à bien comprendre les intrications qu'il peut y avoir entre la santé physique, la santé psychique et la santé sociale, et d'essayer de mettre avec les recours des outils numériques, et ça tombe bien, j'avais pas de petit anti-sèche de l'ARS ce matin sur Santé-Lien, mais pour pouvoir véritablement bien mettre en lien ce que j'appelle les 5 doigts de la main du service d'urgence, à savoir l'urgentiste, gériatre, psychiatre, les acteurs des services sociaux et les acteurs des services médico-sociaux. Et j'en termine finalement avec, à défaut de la formation qu'évoquait Monsieur le ministre ce matin, une sensibilisation à la gériatrie pour les acteurs et les actrices qui ne sont pas forcément formés, et les aidants, par une bande dessinée qui est complètement gratuite si ça vous intéresse. Et je vous remercie pour votre attention. Merci Mathieu. Donc une lecture clinique rigoureuse. Alors oui, c'est classique, mais c'est fondamental. On ne peut rien faire sans. Une démarche éthiopathogénique pour trouver la pathologie. Et donc une démarche clinique indispensable, une démarche éthiopathogénique pour avoir un diagnostic. Et merci pour la présentation originale, notamment par rapport à aux réflexions qui sont en lien avec les problématiques. Je pense que ça intéresse beaucoup de monde. Le diagnostic étant supposé ou fait, la question c'est comment en gériatrie on peut accéder à ces diagnostics. Et donc merci à Sylvie Pariel, qui est responsable du secteur ambulatoire hôpital de jour de Charlefoix, de nous parler de sa consultation précarité. Merci. Merci à tous d'être là et de m'avoir invité aujourd'hui, parce que c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Donc Charlefoix, ça se trouve à Ivry-sur-Seine, Val-de-Marne, secteur assez particulier, puisque c'est sur les communes d'Ivry-Vitry qu'on a un quart des personnes âgées du Val-de-Marne, et c'est les plus pauvres. Et donc je vais vous montrer un petit peu le travail qu'on fait, même si ce n'est pas aujourd'hui affiché, consultation précarité. J'espère qu'on va pouvoir mettre cette consultation en place d'une manière officielle. Donc voilà, l'hôpital Charlefoix, comme vous connaissez peut-être, c'est l'assistance publique, 19e siècle. Et donc moi, je suis responsable de ce département de gériatrie ambulatoire qui est assez important, puisqu'on fait 1200 hôpitaux de jour par an, 4000 consultations. On a un hôpital de jour SMR, les relations ville-hôpital et l'éducation thérapeutique. Je voudrais revenir quand même un tout petit peu, vous connaissez par cœur, je sais, la précarité peut-être, mais
La précarité, ça vient du latin, avec quelque chose d'incertitude par rapport à un sujet à révocation, par rapport à une puissance qui serait supérieure, qui limiterait l'autonomie. C'est ça que je voudrais revenir parce que je suis gériatre et qu'en gériatrie, la précarité, c'est pas seulement quelqu'un qui est à la rue, c'est pas seulement quelqu'un qui est en grande souffrance et qui n'a plus de domicile, c'est surtout quelqu'un qui, au niveau de ses ressources financières, de son alimentation, de sa culture et de l'accès aux soins. L'accès aux soins, même s'il a encore un domicile, est en isolement total. C'est ce qui se passe sur nos communes aujourd'hui. 30% des médecins généralistes ne sont plus là. On a 30% des patients âgés qui n'ont plus de médecin traitant, avec des ressources qui conduisent effectivement aussi à la pauvreté. Mais toutes les personnes âgées précaires ne sont pas pauvres financièrement. Mais par contre, il y a une absence de stimulation, une absence de facteurs de stabilité. Et au niveau du logement, avec une situation individuelle qui est très très complexe, qui mène à une exclusion, mais c'est une exclusion sociale majoritairement en premier lieu, même si on a des patients aussi, comme on a vu, j'ai beaucoup aimé les 2 premières interventions avec les petits films, parce qu'on voyait des gens beaucoup plus jeunes que ce qu'on voit en gériatrie, mais il nous arrive parfois de voir, puisqu'on a un SAMU social aussi qui est sur le site de l'hôpital Charles-Foix, il nous envoie des patients, mais beaucoup plus jeunes que ceux auxquels on est habitué, et on a des gens qui sont à la rue, qui ont des professions, qui financièrement au départ n'ont pas de problème forcément financier et qui se retrouvent à la rue parce qu'ils ont des troubles cognitifs, qui deviennent âgés et certains restent même 1 an, 2 ans. Alors là, c'est pas 15 ans, mais quand on a 70 ans, 15 ans à la rue, c'est pas possible. Ils seraient plus là, de toute façon, ces patients-là. Et la précarité, je voulais quand même vous parler du concept gériatrique de fragilité, pour vous dire que c'était quelque chose qui se ressemblait vraiment et qu'il ne fallait pas oublier ces patients qui ne sont pas forcément à la rue, que vous ne voyez pas forcément avec le SAMU social, mais qui sont très, très en demande et en attente de la prise en soin qu'on doit leur faire. Ce qui est intéressant, parce qu'on a voulu créer une CPTS sur la commune d'Ivry avec des pharmaciens, infirmiers, le centre de santé d'Ivry. Et donc, on a fait un état des lieux des personnes âgées précaires en Ile-de-France et sur le secteur de Charles-Foix. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, il y a un vieillissement de la population comme partout, que de plus en plus de franciliens qui vont être âgés de plus de 65 ans. On passe de 15% de la population en 2020, on est déjà à 18% de la population l'année dernière, de plus de 65 ans. Mais pour les plus de 75 ans, on va avoir une hausse de 23% d'ici 2030. Et pour les personnes les plus dépendantes, classées en GIR 1 à 4, on va avoir une hausse de 21% d'ici 2030. Voilà. L'ARS, effectivement, a déjà travaillé, et j'ai retrouvé ça, c'est vrai que sur des déploiements de centres de ressources territoriaux. Mais je pense que ce travail doit se poursuivre aussi, et c'est pour ça que j'ai remercié Martine Soudani de m'avoir invité aujourd'hui. Donc, au moment de la création de cette CPTS, ce qu'on regarde, c'était les constats qui sont partagés. Et ces constats, c'est le manque de spécialistes, effectivement, en ville, avec un renoncement aux soins des patients âgés, parce que financièrement aussi, c'est coûteux. Les premiers soins qui arrivent, c'est les soins dentaires. Alors, on parle de nutrition, et vous voyez comment très vite, on arrive à des problématiques médicales graves, la sarcopénie. Au niveau de l'ophtalmo, donc les gens qui ont des troubles sensoriels, personnes âgées, sensoriels, cognitifs, dentaires, voilà, on a dénutrition, sarcopénie, maladie d'Alzheimer, les dermatologues, on n'a absolument pas d'accès aux soins. Donc la précarité est de plus en plus importante et entache le suivi de beaucoup de patients, et en particulier des personnes âgées, dont l'isolement est vraiment flagrant, avec les enfants qui sont peu présents, qui sont souvent soit à l'étranger, soit éloignés. Voilà. Et 1/4 des personnes âgées donc, du Val-de-Marne vivent sur ces communes d'Ivry et Vitry, et dont les patients les plus pauvres. Pas de filière de santé mentale en gériatrie sur la commune d'Ivry. Et ça, on parle d'équipe mobile en santé mentale, ça n'existe pas sur la commune d'Ivry. Il n'y a pas d'équipe mobile de psychiatrie de la personne âgée. Voilà. La fluidité ville-hôpital est à travailler aussi, c'est toujours très complexe. On a des problématiques aussi de groupes hospitaliers, puisque nous, on dépend de Pitié-Salpêtrière, qui est Paris Intramuros. On est en banlieue de l'autre côté du périphérique. C'est compliqué par rapport aux équipes mobiles aussi, puisque nous, on n'a pas d'équipe mobile extra-hospitalière de gériatrie. Et que c'est Bicêtre Paul Brousse qui l'a, mais qui n'interviennent pas ou qui ont du mal à intervenir sur Ivry-sur-Seine ou sur Vitry. Prescription des problématiques entre les libéraux et l'hôpital. Les médecins hospitaliers, bon, on travaille, mais les médecins libéraux, on a du mal aussi à les faire participer, puisqu'ils sont de moins en moins nombreux. On a eu pas mal de décès ces derniers temps de médecins assez jeunes, qui n'avaient pas la soixantaine, 55, 60 ans, on en a eu plusieurs en même temps, qui n'ont pas été remplacés.
avec des actions de prévention, d'éducation thérapeutique qui peuvent se faire, qu'on fait en intra-hospitalier, mais qui ont du mal à voir le jour vis-à-vis des patients âgés précaires, puisqu'ils ne viennent pas dans le centre hospitalier, puisqu'ils n'ont pas d'accès aux soins non plus. Donc le parcours de soins, voilà, c'est l'isolement d'abord, avec le renoncement aux soins des patients. Il faut absolument les repérer. C'est vrai que sur ces 2 villes, on a des travailleurs sociaux qui interviennent avec les mairies, qui nous permettent quand même de repérer ces patients. Et on a beaucoup dans la consultation qu'on fait justement, des personnes qui sont amenées par la mairie, par les travailleurs sociaux de la mairie d'Ivry en particulier. Et là, on arrive du coup à collaborer avec les centres de santé. Il y a quand même voilà, des équipes mobiles de gériatrie qui existent, mais là, c'est sur Bicêtre et Paul Brousse, donc sur un secteur qui n'est pas tout à fait le nôtre. Les médecins généralistes qu'on essaye vraiment de faire participer parce qu'on a la chance d'avoir une consultation mémoire importante et prévention des chutes. Donc on connaît les médecins du secteur et on peut les appeler aussi directement. On a aussi, nous, à l'envers, un numéro de téléphone unique pour que les médecins puissent se faire hospitaliser ou envoyer en consultation des patients quand ils peuvent les voir. Parce que ce dont on parle, on ne les voit pas à l'habitude par l'équipe de médecine de ville. Et puis les centres, voilà, des services de soins infirmiers au domicile. Et le suivi de la coordination, on travaille aussi avec le DAC Val-de-Marne-Ouest, la CPTS qu'on essaye vraiment de monter, mais c'est très problématique parce qu'on a peu de médecins généralistes qui souhaitent participer à cette création, et les soins à domicile. Donc pour qui on doit faire cette consultation? Olivier vous disait tout à l'heure, pourquoi, quand, comment? Est-ce qu'on doit faire plutôt un hôpital de jour? Moi je vais militer pour ça, parce qu'effectivement ça doit être pour toutes les personnes âgées du secteur ou de la région qui sont précaires, et il faut inclure la fragilité dans la précarité, ce n'est pas seulement des gens qu'on retrouverait dans la rue en train de errer, suivis par les partenaires du secteur médico-social, parce que quand elles ne sont pas suivies, on ne les voit pas du tout. Déjà c'est énorme, donc il faut avoir un appel et une relation bien plus importante avec la mairie, avec la ville, des évaluations gérontologiques approfondies, le suivi en psychogériatrie, la filière ville-hôpital avec le DAC et la CPTS. Le repérage en médecine de ville, effectivement, l'intérêt, ce serait les centres, c'est les secteurs de soins infirmiers au domicile. Pourquoi pas la création d'infirmières de pratique avancée qui travailleraient en interface avec les mairies, le secteur de ville et l'hôpital, avec les acteurs du médico-social et du sanitaire. L'accompagnement en consultation de gériatrie avec un hôpital de jour dédié et le suivi au domicile et une consultation gériatrique presque non programmée, je dirais, au coup par coup pour pouvoir faire venir les acteurs. Donc l'intérêt de l'hôpital de jour, c'est que c'est sans nuitée. Vous avez vu quand même les personnes qui sont en rupture de soins, ce sont des personnes qui ne souhaitent pas aller à l'hôpital. Souvent, on a quelque chose de réussi avec l'EHPAD pour ce patient, mais c'est assez rare. Et le fait de pouvoir venir et de savoir qu'on repart le jour même, c'est important aussi. Je pense que c'est facile de dire on va envoyer le patient aux urgences, mais aux urgences, le patient, vous voyez comment ça se passe, à Bicêtre, il reste 12 heures. Ils ne vont pas rester les 12 heures aux urgences, alors que c'est des gens qui sont déjà en rupture de tout, et surtout au niveau social. L'idée, c'est de pouvoir faire l'évaluation sur place avec une évaluation gériatrique standardisée, multidimensionnelle, qu'on connaît bien, des tests d'évaluation. On a une équipe, nous, qui est bien formée, avec des pathologies aiguës qu'on trouve aussi maintenant, puisqu'ils n'ont pas de médecin traitant. Donc on prend en charge, on a la chance sur place d'avoir aussi un diagnostic possible, des imageries, un scanner. On n'a pas d'IRM à Charlefoix, mais on a le scanner. Et on a l'accès à Bicêtre, à la Pitié, facile pour des examens plus complexes. Les troubles chroniques, c'est notre spécialité, la psychogériatrie aussi avec les troubles cognitifs, puisqu'on a plus de 800 hôpitaux de jour avec 2 neuropsychologues sur place. Les traitements en injection, on a la chance d'avoir aussi l'oncogériatrie. Nos infirmières font facilement des fer-injects, enfin pas mal d'autres choses. On peut faire des transfusions, des pansements complexes. On a des formations avec les plaies cicatrisations. Et en réadaptation, on a un hôpital de jour SMR. Et on peut parfois accueillir, et je pense à un monsieur qui était architecte, qui était à la rue, qui traînait à la rue depuis des années, à 75 ans, et il réussit à s'en sortir parce qu'il a été amené par des travailleurs sociaux de la ville. Il a renoué avec sa famille, il est maintenant en résidence autonomie, et je le vois en consultation, il a des troubles cognitifs, il a une maladie de la mémoire, et il vient à l'hôpital de jour SMR, et ce monsieur va très bien. Voilà, je pense vraiment à ça, parce que c'est pas un monsieur qui avait un problème au départ financier, mais il a tout perdu. Et il avait touché plus sa retraite, il n'avait plus rien du tout, alors qu'il y avait droit. Donc il faut voir tout ça aussi. Voilà. Et on a la chance d'avoir tout ça sur place. Donc l'hôpital de jour, c'est vraiment avantageux par rapport justement à un hôpital à temps complet qui
problématique pour ce genre de personnalité, puisque c'est aux confins souvent aussi de la psychiatrie et de la gériatrie, avec un maintien au domicile qui est du coup possible, avec l'entrée en institution qui est mieux préparée en passant par l'ambulatoire, et une meilleure information pour les aidants aussi quand ils sont là, à la fois professionnels et proches. On peut faire des évaluations régulières, on peut faire un suivi et on peut collaborer plus facilement avec la ville puisqu'on travaille avec eux depuis des années et qu'on connaît bien en interface en hôpital de jour. Donc c'est un intérêt pour les patients âgés qui sont fragiles et ou précaires, spécifique des personnes âgées, puisque c'est un hôpital de jour gériatrique et c'est ce qu'il faut développer, qui évite les hospitalisations de longue durée, ce qui est tout à fait nocif et de toute façon ces patients ne resteront pas, regrouper le bilan sur toute la journée et à la fois multiprofessionnel. Je vous rappelle la circulaire de 2020 qui dit qu'il faut amplifier justement, inciter au développement de l'ambulatoire, avec clarifier une gradation de la prise en charge ambulatoire. Je ne vais pas vous passer longtemps cette partie-là, mais du coup les spécificités des personnes âgées précaires, qu'est-ce que ça peut pouvoir du coup donner en hôpital de jour? Polypathologie, c'est ce qu'on fait tous les jours. Les comorbidités, c'est ce qu'on traite et ce qu'on met en avant tous les jours aussi en hôpital de jour. La fragilité, c'est notre spécialité. Les troubles cognitifs, voilà, on a 800 hôpitaux de jour mémoire, je vous l'ai déjà dit. Les troubles psychiatriques, effectivement, je suis gériatre et on va voir les deux psychiatres qui vont nous parler après, mais je suis psychogériatre, ancien assistant des hôpitaux quand même en psychiatrie, et c'est essentiel à cette prise en charge. On a la chance d'avoir pu développer sur l'hôpital une prise en charge de la dépression en hôpital de jour SMR avec des groupes, des ateliers sur la luminothérapie avec la IRTMS, puisqu'en gériatrie, il y a des grosses problématiques de traitement médicamenteux pour la dépression. Et puis le concept des aidants familiaux, on y travaille depuis de nombreuses années. On a effectivement des programmes d'éducation thérapeutique par rapport à ce sujet. Comment créer cet hôpital de jour précarité? Respect de la circulaire frontière dont je viens de vous parler, coordonné, et surtout il faut une grande motivation. Voilà, ce n'est pas seulement de l'argent, on peut parler de financement, etc. Il faut que l'équipe soit intéressée parce que c'est multiprofessionnel et il faut que tout le monde travaille ensemble, à la fois les gens de l'hôpital de jour, bien sûr, mais avec les médecins traitants, les travailleurs sociaux du secteur, les soins infirmiers au domicile, les psychiatres, quand on en a, effectivement, parce que c'est une denrée rare, les psychiatres, les acteurs du secteur médico-social, avec le dispositif d'appui de coordination du Val-de-Marne Ouest pour nous, les réseaux de santé et les CPTS quand elles existent. Comment procéder? Il faut avoir une qualité de l'accueil, donc une spécificité de l'accueil par rapport à cette bienveillance qu'on peut avoir vis-à-vis de des personnes complexes, avec une expertise des intervenants, des locaux qu'on a, on a 13 box d'hôpital de jour où les gens se sentent bien, des comptes rendus qui doivent être assez simples et rapides entre la ville et l'hôpital, avec un suivi qui doit se faire entre le social et le médical, qui est essentiel parce qu'autrement ça ne sert à rien d'avoir fait un beau bilan médical si au niveau social ça ne suit pas derrière. Les bénéfices, c'est l'amélioration des capacités fonctionnelles, de la qualité de vie des personnes, l'insertion. C'est ça le mot essentiel, la diminution du passage aux urgences, parce que je ne pense pas que ce soit quelque chose de bien pour les personnes âgées précaires. Connaissance de la maladie avec l'éducation thérapeutique, le développement d'éducation vers la ville. On a des programmes sur Charlefoix, mais ce serait bien de pouvoir développer aussi des programmes avec la ville, avec des signes d'alerte, avec les liens ville-hôpital. D'évaluer le pronostic pour discuter des différentes options qu'on peut mettre ou pas en place et d'intégrer dans la filière gériatrique en hôpital de jour thérapeutique ces patients. Donc au total, il y a vraiment un intérêt et c'est essentiel de créer ces hôpitaux de jour de précarité pour faciliter déjà cette prise en charge, mais surtout avec des structures déjà existantes, il faut s'y appuyer, convaincre les autorités de santé et l'administration hospitalière, ça c'est sûr, c'est plus complexe, et former le personnel pour une prise en charge adaptée et compétente. Merci. Merci beaucoup. Donc, on a des structures en gériatrie qui peuvent servir donc à cette population. Encore faut-il être motivé. Peut-être que l'administration aussi pourrait être motivée. C'est pas forcément simple. Je vais passer la parole donc maintenant au psychiatre. Il paraît qu'il n'y en a pas beaucoup, c'est ce que disait Sylvie. Donc, on en a 2. Et après, c'est pas n'importe qui. Donc, je passe la parole à Thierry Gaillardin, monsieur psychiatrie du sujet âgé de Sainte-Anne. Et donc, un grand merci à toi de nous dire, en fait, à travers le prisme du nouveau CM2R qui vient de se créer, ce que vous pouvez nous apporter dans ce domaine. Merci. Merci à toi, Olivier. Merci aux organisateurs de m'avoir convié. Alors, je dois avouer que la question des liens entre un CM2R, c'est-à-dire une structure vraiment expertale de recours, du niveau ultime dans l'évaluation diagnostique, la recherche, l'éthique, l'animation de réseau, etc.,
c'est quand même assez loin, il faut le dire, des questions de précarité. Alors j'ai essayé de réfléchir un petit peu par rapport aux spécificités du CM2R qu'on est en train de mettre en place et par rapport à sa philosophie. Et par ailleurs, au-delà du CM2R, moi je m'occupe d'un secteur de psychiatrie qui a priori ne devrait pas regrouper un grand nombre de patients précaires, parce que c'est le 16e arrondissement, mais en fait il y a des contrastes sociologiques très importants dans le 16e arrondissement, avec une multitude de chambres de bonnes absolument misérables, et donc paradoxalement, beaucoup de patients précaires qui vont arriver à des âges plus ou moins tardifs sur le secteur de psychiatrie. C'est ceux-là qui, a priori, vont pouvoir rentrer dans les évaluations expertales. Alors, le problème, c'est un jeu de lunettes assez complexe. Marie Sarrazin s'excuse, elle n'a pas pu venir aujourd'hui. Elle est extrêmement, je l'ai excitée, c'est pas le mot, mais en tout cas très enthousiaste par rapport à des questions thérapeutiques innovantes dans le champ de la maladie d'Alzheimer, qui risquent justement de changer clairement la donne dans le parcours des soins qui sont avec des maladies neurodégénératives, notamment la maladie d'Alzheimer, avec l'autorisation de mise sur le marché récente de nouveaux produits. Donc ça, c'est un autre sujet. Alors la philosophie, je vais vous raconter un peu en quoi on peut faire des liens entre précarité et CM2R JHU Sainte-Anne. En gros, le CM2R qu'on a mis en place à Sainte-Anne grâce au soutien très actif de nos collègues et partenaires de l'ARS d'Île-de-France. C'est une équipe, c'est assez original puisque c'est une équipe de soignants en neurologie, donc comme je vous l'ai dit, qui était spécialisée vraiment dans les maladies neurodégénératives et dans les démences complexes à tous les âges. Je dis à tous les âges parce qu'on a souvent des patients assez jeunes finalement, parfois autour de 50 ans. Donc ça, c'est une équipe de neurologie, c'est donc dirigée par le professeur Sarrazin, qui a une équipe assez constituée désormais, avec des neuropsychologues, des psychologues, des assistants sociaux, etc. Une équipe de soignants en psychiatrie qui est spécialisée dans les troubles psychiques qui sont rencontrés au cours de l'avancée en âge. Ça, c'est une vieille structure, si je puis dire, qu'on a mise en place il y a fort longtemps à Sainte-Anne, et qui donc depuis quelque temps, sous ma supervision, et qui est depuis quelque temps adossée à une équipe de secteur de proximité qui est donc le 16e arrondissement. Alors pourquoi je vous raconte ça, c'est qu'il y a du coup un regard assez intéressant, parce que le fait qu'on soit adossé à un secteur de psychiatrie, qu'on soit dans un univers qui regroupe un grand nombre de secteurs de psychiatrie et qui accueille beaucoup de patients justement on parlait des patients sans domicile déterminé, on accueille de plus en plus de patients sans domicile déterminé, donne un regard un peu plus diversifié, transversal que celui que, a priori, les structures de recours habituelles ont. Si je résume, c'est un peu ça. Donc, et en plus, l'enjeu, c'est aussi qu'à un moment donné, les soignants se sont quand même entendus, si je puis dire, pour s'engager cliniquement et auprès de patients qui avaient des profils qui n'étaient pas a priori habituels, des patients qu'on rencontrait dans les CM2R, notamment les 2 autres CM2R à Paris, à la Salpêtrière et à la Riboisière. L'idée était vraiment dans la philosophie de se délester vraiment des carcans des spécialités médicales, c'est-à-dire de sortir un peu du paradigme très neurodégénératif et neurologie très expertale, et puis au contraire de trouver une solution pour être un peu plus auprès de la réalité de ce que demandaient les patients et leurs familles, ou de leur situation quand ils sont isolés, c'est-à-dire une offre beaucoup plus personnalisée et surtout globale, c'est-à-dire en gros, si j'ai une maladie dégénérative, certes c'est intéressant pour moi d'avoir un diagnostic de démence frontotemporale posé à un moment donné avec une multitude de batteries d'examens. Enfin, c'est surtout intéressant quand même de voir comment psychiquement parlant je peux être aidé, comment si j'ai une famille, ma famille peut être accompagnée, et surtout comment les choses vont pouvoir évoluer. Donc ça, c'était vraiment la philosophie commune qui animait Marie Sarrazin et moi-même et puis mes collègues. C'était vraiment d'essayer de faire un parcours le plus personnalisé possible. Et c'est vrai que c'est très variable. Il y a des patients qui vont pouvoir rentrer assez tranquillement dans ce système de recours purement neuroscientifique, si je puis dire, et d'autres qui, au contraire, vont très très rapidement avoir besoin d'une offre de psychiatrie et d'une offre de suivi, tant pour eux que pour leur famille, qui va être très importante. Donc c'est vraiment cette notion. Et donc il y avait effectivement aussi dans cette philosophie la notion vraiment de s'inscrire dans la chronicité, c'est-à-dire de ne pas être à un moment donné, de faire une photographie d'une situation de plainte mnésique, de troubles du comportement, d'une étiologie en tout cas, c'était pas ce souci, mais c'était aussi d'intégrer ce qui est beaucoup plus classique en psychiatrie qu'en neurologie, enfin si je puis dire, en tout cas dans la prise en charge, pas tellement dans les faits, mais dans la prise en charge
s'inscrire dans une dimension autour de la prise en charge des patients chroniques. Je ne sais pas si je suis clair. Ce qui veut dire qu'en résumé, pour ces patients qu'on reçoit au CM2R, il y a certes une évaluation expertale, tant sur le plan psychiatrique que sur le plan neurologique. Il y a la mise en place ou la réflexion autour d'un dispositif de soins, mais il y a aussi une perspective de voir comment les situations vont évoluer et comment les situations vont, hélas, souvent se détériorer ou s'améliorer, mais enfin souvent se détériorer, et un accompagnement qui n'est pas évidemment très régulier, mais qui est quand même au cœur des préoccupations des équipes. Ce qui veut dire que les patients sont par exemple vus tous les 6 mois et que les acteurs du réseau de soins qui suivent en direct ces patients peuvent nous solliciter lorsqu'il y a des incidents, lorsqu'il y a des évolutions, etc. C'est ça un peu l'idée. Donc c'est en ça que c'est original, parce que, à ma connaissance, il n'y a pas de modèle comme ça. Alors la conséquence immédiate de ça, c'est que, en fait, il y a une extension considérable de l'offre de soins par ce type de structure auprès de populations qui en général, sont plutôt mécaniquement exclues de ce type de parcours de soins. Et notamment le fait qu'on soit dans un univers, même s'il y a des neurosciences évidemment à Sainte-Anne, mais il y a quand même un univers très très psychiatrique, avec beaucoup de secteurs, 2 services hospitaliers universitaires, mais il y a quand même des secteurs avec beaucoup de patients. J'ai oublié le nombre de lits, mais enfin c'est quand même un nombre très considérable de lits à Paris. Et donc là, cette possibilité d'offrir un CM2R mixte, si je puis dire, neurologique et psychiatrique, permet justement de s'étendre en termes d'offres de soins à des patients qui, par exemple, vont avoir des troubles mentaux tout au long de leur vie, qui sont confrontés à une dégradation de leur autonomie, souvent assez jeunes. Ça va être des patients schizophrènes qui, à un moment donné, sont très très étayés par leur famille, puis pour des raisons diverses ne le sont plus, donc se retrouvent dans une perte d'autonomie. Mais ça peut être aussi des patients schizophrènes qui développent une maladie neurodégénérative parce que ce n'est pas a priori, hélas, protecteur d'avoir une schizophrénie par rapport au risque de maladie neurodégénérative, bien au contraire. Donc il y a souvent d'ailleurs hélas des évolutions de maladies bipolaires, des démences à corps de Lévy ou de maladies bipolaires vers des démences frontales. Donc il y a cette situation, et qui est évidemment beaucoup plus complexe à évaluer sur le plan du diagnostic et de l'évaluation thérapeutique. Donc c'est un peu l'enjeu et c'est un peu le deal, si je puis dire, avec les neurologues locaux, c'est-à-dire que ces neurologues, il faut le dire, c'est quand même pas si fréquent, se sont dit qu'à un moment donné, ils étaient tout à fait ouverts à accueillir des populations qu'ils n'accueilleraient pas habituellement. C'est-à-dire des populations vraiment beaucoup plus complexes, beaucoup plus, qui font beaucoup plus, j'arrive pas à trouver le mot, qui sont dans les salles d'attente de neurologie, en tout cas un peu inhabituelles, on va dire. Il y a des patients qui sont très précarisés, avec souvent des situations de Diogène, on en a parlé, ça devient d'ailleurs assez alarmant, parce qu'il y a vraiment beaucoup de situations de Diogène, d'étiologies très diverses, on vous l'a dit tout à l'heure. Et puis on a des patients, alors ça c'est vraiment dans la hiérarchie, heureusement ils ne sont pas si fréquents, et je dirais pourquoi heureusement. On a les grands précaires, donc on a beaucoup de patients précarisés, donc pour des raisons diverses, qui sont parfois encore à domicile. Et puis on a des patients grands précaires à la rue, qui sont souvent accompagnés par les équipes mobiles de précarité. Et là, je te rejoins, Alain, quand tu parles des conflits éthiques, parce qu'il y a vraiment des conflits éthiques majeurs. En l'occurrence, par exemple, dans le service de secteur dont je m'occupe, on a actuellement eu successivement des patients grands précaires qui ont été accompagnés par les équipes mobiles de précarité, avec de très bonnes raisons d'être hospitalisés, souvent sous la contrainte parce qu'ils sont dans des états psychiques qui est extrêmement dégradé. Et c'est vrai que parfois c'est extrêmement difficile d'identifier l'étiologie de ces dégradations, de reconstituer la rétrospective des parcours de vie et de comprendre comment à un moment donné quelqu'un, par exemple on avait un prof d'université, l'ancien prof d'université qui était à la rue depuis très longtemps, qu'on a fait admettre dans une EHPAD qui est assez accueillante pour ce type de profil. Et c'est vrai que c'est très compliqué à un moment donné de comprendre comment un prof des universités se retrouve à la rue depuis 10 ans, etc. C'est souvent des histoires psychotiques, mais ça peut être aussi des histoires psychotiques qui ont été bien stabilisées à la rue pendant un certain temps et puis qui vont ne plus être stabilisées parce que justement s'installe un processus neurodégénératif. Donc c'est très important de comprendre un peu qu'est-ce qui fait basculer à un moment donné ces patients qui survivent à la rue, comme quelqu'un le disait, et qui à un moment donné vont se retrouver dans des situations telles qu'ils doivent être pris en charge et qu'on doit mieux cerner l'étiologie. On a eu une patiente roumaine comme ça, qu'on a renvoyée d'ailleurs en Roumanie au bout de X mois, assez jeune, qui avait aussi un parcours très, très inhabituel, qui a priori avait une démence frontotemporale. Et donc c'est vraiment uniquement par la porte d'entrée du secteur de psychiatrie et l'hospitalisation qu'évidemment ce type de patient peut avoir accès
à des investigations un peu sophistiquées, de l'imagerie, des bilans génétiques, etc. L'impact des addictions, il est majeur, donc ça c'est vraiment un sujet aussi, on en a parlé aussi par rapport aux patients qui étaient chez les petites sœurs des pauvres, qui par définition posent des problèmes énormes. Et puis on a aussi beaucoup de patients dans ce CN2R qui sont dans des configurations familiales très complexes. Par exemple, complexe, c'est pas si complexe que ça veut dire en gros un patient qui a une maladie neurodégénérative mais qui a des enfants qui ont par exemple des maladies mentales ou psychiatriques assez difficiles, ou qui sont très très âgés avec tous les deux donc des maladies neurodégénératives associées, etc. Donc des configurations familiales qui font que c'est souvent plus difficile. Donc l'alliance d'une expertise neurologique et d'une expertise psychiatrique et médico-sociale est très importante. Alors après, il ne faut pas être... pourquoi j'ai dit l'angélisme n'est pas démise, je vois des sœurs dans la salle, je dis ça. L'angélisme n'est pas démise parce que concrètement, il faut quand même être réaliste. Il y a quand même l'hôpital public qui est dans une situation... Alors on parle de précarité, mais l'ARS, je ne sais pas qui représente l'ARS, mais en dehors de Martine, mais l'hôpital public est dans une telle précarité désormais ou dans une telle précarisation que il y a vraiment des conflits éthiques majeurs par rapport à ce qui se dessine un petit peu, c'est-à-dire une sorte de sélection des patients. Il faut être réaliste. Depuis un mois, je ne sais pas pour quelle raison, Dieu seul le sait. En tout cas, il y a un afflux, mais très très considérable de patients actuellement aux urgences qui sont fléchés sur les secteurs de Sainte-Anne, puisque moi je connais ceux de Sainte-Anne ou ceux du GHU, donc du nord de Paris. Vraiment très très considérable. Donc on a tous les matins 30 patients qui sont comme ça hors les murs et qui sont en attente de... Bon, concrètement, ça veut dire qu'il y a des pressions et des tensions très fortes au niveau des flux de patients, au niveau des administrations, avec comme ça finalement des choix conscients ou pas qui se font entre le jeune étudiant dont je parlais qui va être en classe préparatoire à Janson de Sailly qui va faire un geste suicidaire très grave, ou la jeune femme somalienne qui est trouvée à la rue, qui vit à la rue depuis 10 ans, ou le patient alcoolique migrant. Enfin, il y a comme ça probablement des choses qui sont en train de dessiner d'une sorte de sélection des patients et de voir finalement quels sont ceux qui peut-être vont bénéficier le plus possible d'une prise en charge dont on sait par avance qu'elle sera circonscrite. Donc ça c'est quand même un sujet. Il ne faut pas non plus être dans un angélisme totalement qui n'est pas de mise, en tout cas, qui n'est plus de mise, je crois, hélas, à l'hôpital public. Alors après, la question des hôpitaux de jour, je trouve ça intéressant de mettre en place ça. Ça peut peut-être être une manière de contourner. Et puis il faut savoir aussi que les difficultés qu'on rencontre tous les jours sont celles de l'articulation avec le médico-social, notamment des délais qui sont démesurément longs entre le moment où on pose une indication de la nécessité d'une structure d'hébergement, que ce soit un EHPAD ou que ce soit une femme ou une masse, etc. Et puis l'intégration réelle de la personne. Donc dans ce contexte comme ça de très très grande tension sur les flux de patients, c'est vraiment très problématique. Ça cause pas mal de conflits éthiques, comme tu l'as dit, Alain, c'est clair. On en a encore parlé l'autre jour à propos de cette patiente somalienne qui est chez nous, qui ne parle pas un mot de français, qui est pourtant depuis 10 ans à la rue, mais qui n'a pas dû beaucoup interagir avec des personnes à la rue, qui est extrêmement désorganisée, extrêmement malade, et effectivement qui a un pronostic de vie qui est désastreux. Alors il faut quand même garder espoir, puisque j'avais écrit ça avant la funeste destinée de notre ex-premier ministre. Mais en tout cas, il y avait la santé mentale, grande cause nationale. Alors on peut imaginer que ça va être quand même une cause nationale qui va perdurer, quel que soit le prochain locataire de Matignon. Il faut garder espoir. Voilà, merci de votre attention. Alors merci Thierry. Intéressé par une lecture systémique de la relation entre la psychiatrie et la neurologie. Et c'est pas anodin que le CM2R s'intéresse au sujet. Le CM2R, il est là pour voir les moutons à 5 pattes, mais il est là aussi pour fédérer la recherche. Il est là aussi pour animer la réflexion éthique sur son territoire. Et donc je pense que c'est très important que vous vous impliquiez sur le sujet. Et de la même façon, c'est important que le centre ressources régionales de psychiatrie du sujet âgé, dont Cécile Hanon anime le pilotage, puisse aussi s'en intéresser, évidemment. Et donc, je te passe la parole de suite pour qu'on puisse garder un temps d'échange. Merci, bonjour à tous. Alors, Olivier, tu m'avais piqué mon teaser sur
2 psychiatres, 2 gériatres, 2 femmes et 2 hommes. Donc j'en ai pas vraiment d'autres de teaser du coup. Alors, je vais donc un peu vous expliquer comment fonctionne l'équipe mobile de psychiatrie du sujet âgé, dont j'ai la responsabilité et dont j'ai aussi la fierté que l'intégralité de mon équipe soit présente aujourd'hui. Ce qui veut dire qu'il y a de l'intérêt partagé, ils sont là, voilà. On peut les remercier, les féliciter. Donc oui, je travaille. Alors, je vais passer la première diapo vite fait parce que je vais vous parler d'autres choses après. Mais voilà, je vais vous parler d'où je parle. Je vous parle depuis l'équipe mobile de psychiatrie du sujet âgé du 92 Sud, dont j'ai la responsabilité depuis sa création en 2016. Donc équipe mobile qui est basée à l'hôpital Corentin-Selton, où est effectivement siège le centre ressources régional de psychiatrie du sujet âgé. Donc on est une partie en fait du chapeau du centre ressources. Notre équipe a été mise en place en 2016 sur un bassin de population. Ce que vous voyez sur la carte, c'est la queue du 92 Sud, donc de 500 000 habitants. Donc on intervient avec notre petite voiture qui est une C3, si je ne m'abuse, sur 15 communes du 92 Sud. Et l'originalité, donc ça correspond à 7 secteurs de psychiatrie adulte. On travaille avec 10 CMP. L'originalité et l'unicité de cette équipe, enfin les doubles on va dire, d'une, on travaille avec 3 hôpitaux différents, elle n'est pas portée par un seul hôpital psychiatrique, ce qui est le cas de toutes les autres équipes mobiles de psychiatrie sujet âgé, et d'autres elle est portée par l'assistance publique, elle est la seule équipe mobile portée par l'assistance publique hôpitaux de Paris. Alors quasiment comme les EMPP, nous sommes actuellement 27 MSA sur l'Île-de-France et j'en profite pour donc dire que l'ARS Île-de-France vient de lancer l'appel à projet pour les MSA, donc avec une deadline en réponse au 15 janvier, si je ne m'abuse, voilà c'est ça. Donc vous trouverez toutes les infos sur le site du centre ressources et le site de l'ARS si vous ne les avez pas déjà. Mais c'est vrai qu'on espère pouvoir s'agrandir et ne plus avoir de zones blanches, puisqu'il reste encore quelques zones blanches. Alors, peut-être pas Ivry, mais enfin, il n'y a pas Vitry en tout cas. Vitry, il y en a. Il y a quelques zones blanches et voilà, on essaye, fort heureusement, avec il y a le 16e arrondissement aussi, où il y aura donc bientôt, je pense, des MSA un peu partout. Donc on travaille avec ces 7 secteurs de psychiatrie adulte. On a la chance d'avoir sur le même territoire un DAC qui avait vraiment quasiment les mêmes villes. On n'a que Chaville pas en commun. Et on a aussi la chance de travailler avec une équipe mobile gériatrique externe, qui est donc une équipe mobile qui sort de l'hôpital. Et donc en fait avec ce triple partenariat, on arrive effectivement à avoir une cohérence dans ce qu'on peut proposer comme accompagnement. Sur notre territoire, on décompte 59 EHPAD, des résidences pour à peu près 4800 places. Alors en 2022, on a répondu à une mission de l'ARS pour pouvoir établir un peu, rendre plus lisible le fonctionnement et les missions et les objectifs des équipes mobiles de psychiatrie sujet âgé. Et donc en fait, on a rédigé un référentiel qui au début était régional, je pense qu'il est facilement maintenant national, un référentiel de fonctionnement des MSA. Ce référentiel, donc là il y a un QR code, vous pouvez le télécharger, il est disponible gratuitement sur le site bien sûr, comme d'autres documents. Il a l'avantage de clarifier, d'expliquer un petit peu, d'être un peu une toolkit, une petite boîte à outils pour une équipe qui voudrait monter une équipe mobile et qui pourrait s'inspirer de ce référentiel. Il reprend les objectifs des MSA, qui sont donc de favoriser l'accès aux soins, c'est un des premiers rôles qu'on ait, de permettre du coup l'entrée dans un parcours ou dans une filière de soins adaptée. En faisant en amenant une évaluation clinique, diagnostique et thérapeutique en situation écosystémique, ce qui est un luxe. Ouais, je pense qu'on peut dire ça comme ça, un luxe pour la psychiatrie en général, et on va vers cette population âgée, vulnérable, isolée et peu mobile. Le corollaire de tout ça, c'est que si on peut évaluer, proposer, un peu accompagner, on peut favoriser le maintien à domicile, qui est souvent ce qui est souhaité par les personnes.
Donc l'émission, vous avez vu, il y a beaucoup de gens qui mettent des petites. On est beaucoup à pris le même petit logo sur PowerPoint. Donc l'émission, elle se décline autour de 3 axes l'évaluation et l'orientation, la coordination et la prévention, et la formation et l'information, qui sont en fait le nerf de la guerre de tout ça. Donc comme je vous disais, on évalue sur le plan diagnostique et thérapeutique en situation écosystémique. On va donc chez les personnes ou en EHPAD pour voilà, favoriser le bon aiguillage, puisqu'on va voir des gens qui ne sont pas connus, qui ne sont pas suivis. Je vais vous en parler un peu plus tard. Le nerf de la guerre, je disais, c'est la formation et la culturation. Ça fait essentiellement donc, en EHPAD, mais aussi pour les soignants et les équipes qui interviennent à domicile, les équipes infirmières ou autres, ou même les gardiens d'immeubles qui participent aussi au maintien des personnes chez eux, de former, d'acculturer à la maladie psychique, aux troubles psychiatriques, pour un peu viser à baisser un petit peu le tabou et le stigma par rapport à ces populations-là. En parallèle du référentiel régional, on a aussi publié et rédigé un VAD MECOM. Donc ça peut être utile aussi pour tous les soignants qui vont intervenir au domicile. Donc c'est le guide du soignant en équipe mobile de psychiatrie du sujet âgé. Vous pouvez aussi le télécharger sur le site. C'est des petites fiches synthétiques sur des situations, que ce soit des situations cliniques, mais que ce soit aussi des échelles, que ce soit aussi le rôle des différents soignants dans les EMSA, des repères médico-juridiques. Il y a d'autres chapitres à faire. On a récemment fait Diogène. Voilà, donc c'est un petit peu un VAD MECOM à la façon wiki, c'est-à-dire qu'on s'enrichit du travail des différentes EMSA. Une grande partie des EMSA d'Île-de-France ont participé à la rédaction de ce VAD MECOM. On en est, là, vous avez la version 1.0 sur l'écran, mais on en est déjà à la version 2.0. Et donc voilà, il est en perpétuelle amélioration. Il y a même une équipe lyonnaise qui nous a récemment aussi rajouté un chapitre. Et donc ce VAD MECOM, voilà, il est pour les soignants qui arrivent en EMSA. C'est un guide tout à fait pragmatique et tout à fait intéressant. Alors, les équipes mobiles, elles agissent, elles interviennent auprès de qui? Personnes de 60, 65. On est encore sur des âges qui sont un peu âgés. Je sais, pour Martine, elle aimerait bien qu'on y aille dès 55 ans. Mais effectivement, il y a encore en France une réflexion en termes d'âge et de cut-off d'âge. Je pense que ça, vraiment, c'est une évolution vers laquelle on doit aller, qui doit être une approche en termes de besoins et non pas d'âge. Et je pense effectivement, il est très clair quand on entend les propos d'Alain, quand on entend les propos de tout le monde en fait, qu'il faudrait pouvoir fonctionner en évaluation de besoins et non pas en évaluation d'âge. Après, c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus rassurant d'avoir un âge, pas se cacher derrière, mais enfin d'avoir, voilà, c'est un repère qui est plus simple. Je ne suis pas sûre qu'il soit plus opérant. Voilà, je ne sais pas comment on pourrait faire avancer les choses, mais en tout cas, c'est pas forcément le plus opérant. Et quand bien même, c'est la première ligne de ma diapo. Voilà, donc, vous voyez bien que ça a effectivement une certaine forme de facilité. On intervient donc au lieu de vie, que ce soit le domicile, le foyer, la résidence autonomie, l'EHPAD. Pour la rue, ce n'est pas encore notre champ de prédilection et on travaille en collaboration avec les EMPP lorsqu'elles sont présentes. Pour une personne qui présente des troubles psychiatriques anciens ou de survenue récente et qui n'est pas encore suivie par le secteur de la psychiatrie ou en rupture de soins. Ce qui veut dire qu'on va en fait juste dans l'espèce de gap qu'il y a entre le patient suivi, connu par son secteur, sur lequel il y a tout le dispositif et le packaging du secteur qui est opérant normalement. Et puis, voilà, la personne qu'on ne connaît pas, dont on ne sait pas, dont on se demande un petit peu ce qu'il en est. Je disais souvent à l'équipe, les adresses qu'on nous envoie, c'est « il est bizarre ». Voilà, donc ce n'est pas forcément quelque chose de très élaboré sur lequel on se déplace, mais voilà, on est là effectivement pour aller remplir un petit peu ce manque-là qu'il y a entre le CMP qui ne peut pas abonder et répondre à tous les signalements des nouvelles situations. Et on va voir des personnes qu'on informe et qui sont a priori d'accord. Alors le mot d'accord, on peut en parler pendant longtemps, entre le refus, la non-demande et l'accord. Je ne suis pas au courant que vous allez passer, mais vous passez quand même. En maison de retraite, combien de fois, et Magali et Stéphanie le savent, on téléphone le matin même en disant on vient,
entre 10h et 11h, est-ce que vous pouvez prévenir Madame Machin dans la chambre bidule qu'elle soit bien préparée, qu'elle soit bien au courant qu'on arrive? On arrive et la personne n'est absolument pas informée qu'on arrive. Et je ne sais pas, enfin si vous savez, est-ce que ça fait que devoir débouler une jolie infirmière et un sympathique médecin dans sa chambre à 10h du matin quand on n'est pas encore vraiment réveillé, pas douché, avec la couche qui déborde, c'est pas très facile, et qu'on arrive en disant on vient pour discuter avec vous et s'installer. Donc il y a aussi une manière de faire les choses. Donc on essaye d'informer et de recueillir l'accord des personnes quand on va les voir, mais c'est aussi pour nous, hein, c'est pas que pour elles, c'est aussi pour nous, pour pouvoir être plus efficient. On intervient pourquoi? Donc je vous disais, hein, pour donner de l'accès aux soins, on intervient pour faire une évaluation diagnostique, et ça c'est un luxe. Et je rebondis sur ce que disait Sylvie, faire un diagnostic, et ce que disait Mathieu aussi, faire un diagnostic c'est hyper important. Et en fait on se rend compte que parfois on passe à côté complètement d'un diagnostic, et qui dit diagnostic dit ensuite va enclencher toute une cascade de choses après. Une fois qu'on a pris ce temps, et je redis, une fois qu'on a pris ce temps, puisqu'on prend le temps de cette évaluation diagnostique, on peut émettre un avis thérapeutique, et on va, donc nous on coporte, on ne colporte pas, on coporte. On coporte avec les médecins généralistes, avec les médecins coordinateurs. On n'est jamais tout seul sur la position, puisqu'on ne va pas rester au long de cours. Hein. C'est un peu ça l'idée. Et donc on va proposer un conseil, proposer un plan de soins individualisé avec des objectifs atteignables. On ne va pas proposer des choses dont on sait, parce que notre connaissance du terrain fait qu'on sait ce qui est disponible, ce qui n'est pas disponible, et qu'on ne va pas proposer quelque chose qui soit complètement hors sol. Cette orientation, donc, voilà, cette proposition de rédaction de plan de soins débouche sur une orientation, et qu'elle soit psychiatrique, gériatrique ou autre. Les hospitalisations, on peut en parler. Ça fait donc depuis 2016 que je travaille à l'équipe mobile. Chaque année, je pense qu'on hospitalise entre 1 et 2% des personnes qu'on a rencontrées. Donc sur notre fil actif, ça correspond à 3-4 personnes grand maximum. En psychiatrie, un peu plus en gériatrie finalement, on oriente plus souvent. Mais c'est vraiment pas la majeure partie des patients qu'on rencontre et qu'on prend en charge. Alors une fois combien de temps et comment on intervient? Donc on intervient, je vous disais, sur demande des intervenants partenaires avec lesquels on travaille, médico-sociaux, sociaux, sur l'entourage, la personne elle-même, à la condition quand même qu'il y ait un médecin traitant dans la boucle, puisque c'est lui qui va rester le pivot de la prise en charge, et surtout on n'est pas prescripteur, donc c'est lui qui va être en charge de la prescription, et ça change tout. C'est-à-dire que la personne va rester dans son réseau, va rester dans son maillage, et nous on va venir en appui, qui est relativement, sans me jeter des fleurs, souvent apprécié, hein, parce que c'est effectivement, on vient là aussi remplir une expertise qui n'est pas forcément présente partout et qui est plutôt toujours bienvenue. Donc on fait très souvent un premier contact téléphonique. La visite à domicile se fait en binôme de professionnels formés, et la rédaction, comme je vous disais, de préconisations thérapeutiques avec les objectifs atteignables qu'on transmet au médecin traitant et à qui on laisse la liberté d'appliquer ou pas. On s'est fixé une limite dans notre fonctionnement qui est de 4 visites à domicile au maximum, ce qui va nous permettre de, en gros, faire un diagnostic, proposer une évaluation, une orientation, et aller jusqu'à ce qu'elles se mettent en place. Donc, en gros, les 4 VAD, par contre, elles ne sont pas limitées dans le temps. Donc elles peuvent être 4 VAD en 4 semaines, 4 VAD en 4 mois, 4 VAD en 1 an. Donc effectivement, l'idée est de pouvoir trouver un petit peu le maillage et le tempo. Et on sait qu'avec les personnes âgées, le tempo est toujours un peu différent pour pouvoir atteindre ces objectifs qu'on souhaite mettre en place. Et on n'intervient pas en urgence. Les spécificités des EMSA par rapport à la précarité, finalement, on se retrouve donc, quand on intervient au sein des EHPAD avec des personnes qui vivent des ruptures, une rupture de plus. On est censé pouvoir pallier, d'une certaine façon, on a envie de pallier à ces ruptures. Ce sont des personnes qui vont perdre cette invisibilité sociale qu'elles subissent ou souhaitées pour certains. Finalement, en se retrouvant dans une EHPAD où on va faire les pointer du doigt, puisqu'elles ne seront plus aussi invisibles que ce qu'elles étaient quand elles étaient à la rue. Et avec parfois aussi, comme je crois que c'est toi qui le disais, Alain, que parfois leur première adresse postale, ça va être celle de l'EHPAD finalement. Et donc une espèce de paradoxe entre j'étais invisible sous mon pont, sous mon matelas, et je me retrouve très visible au self où on va montrer que j'ai un verre de vin et que j'ai moi aussi du luxe et un lit à me mettre sous les jambes.
sous les aisselles, je ne sais pas pourquoi, c'est pas des doubichous. Hein. Ce sont des personnes aussi, on l'a déjà dit, donc c'était Sophie Roulet-Lambert qui disait l'année dernière « Trop vieux pour la rue, trop jeune pour l'EHPAD ». Ça, vous avez bien compris cet écart générationnel sur donc, ces personnes qui arrivent. Alors, on peut faire le parallèle aussi des patients psychotiques et des patients schizophrènes qui vont arriver très très jeunes dans ces structures où on a maintenant de plus en plus, on rentre de plus en plus tard. D'une certaine façon, je dirais fort heureusement, parce que le maintien à domicile est quelque chose qui se développe, mais on se retrouve avec des personnes qui ont leurs collègues de table sont leurs grands-parents. Il y a une génération d'écart entre les personnes et aussi une question de force physique et de validité. De validité ? Non. Valide, tout seul, voilà. Donc entre eux aussi, des gens en fauteuil versus des gens qui marchent bien sur leurs deux pieds. Ça renvoie à une certaine vision de l'avenir qui n'est pas forcément très positive et à qui on demande des capacités d'adaptation majeures, finalement, parce que même nous, on se demanderait pas de telles capacités d'adaptation. Donc finalement, ces écarts générationnels sont très difficiles à vivre parfois. Ce sont des gens aussi qui ont vécu très seuls et très isolés, à qui tout d'un coup on demande d'aller faire des activités de groupe, d'aller manger avec toujours les mêmes personnes à table, parce que si vous savez, mais dans les EHPAD on ne change pas, enfin, ou alors c'est compliqué, mais en tout cas on a toujours les mêmes collègues en face pour déjeuner, on ne les a pas forcément choisis. Quand on va manger au self à midi, vous choisissez vos collègues avec qui vous voulez manger. Là, voilà. Donc on se retrouve aussi à demander un effort. Moi, c'est en termes d'effort, il y a une demande d'une adaptation et d'un effort qu'on ne demanderait pas, je dirais, à monsieur tout le monde. Et finalement, qu'on demande à des populations vulnérables qui sont des gens à la rue et qui sont aussi parfois donc des patients psychotiques, sans forcément un parallèle permanent. Ce sont des personnes qui sont vulnérables, qui ont donc ces polypathologies qui n'ont jamais été traitées, donc ils se retrouvent effectivement, alors on dit ils sont valides, ils sont plutôt GIR4, GIR3, mais en fait ils ont parfois des cancers qui ne sont pas traités, des ulcères, des tas de maladies, des tas de problématiques de nécrose d'orteils, de choses comme ça, qui sont effectivement qui sont passées sous les radars pendant toutes ces années. Et puis ce sont des gens qui restent et qui se revendiquent parfois en dehors du cadre. Donc, qui étaient en dehors de toutes les filières, puisqu'ils sont finalement ils sont beaucoup trop jeunes pour être dans la filière gériatrique. Ils étaient entre les filières des EMPP et des EMSA. La question de l'incurie, on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais je pense que c'est un vrai enjeu, hein, la question de la prise en soin de soi-même. Comment on fait pour, alors qu'on a vécu à la rue, tout d'un coup, prendre une douche tous les jours, c'est juste pas possible. Donc il faut pouvoir avoir une réflexion, un accompagnement qui soit personnalisé. C'est de la dentelle hein, qu'on fait à ce moment-là. Et pour faire de la dentelle, il faut des personnes, des ressources, du temps et un petit peu de réflexion quand même. La question de l'alcool et du tabac, ça par contre a été largement débattu sur comment on peut... c'est l'école de la tolérance, hein, et je pense que plus que pour quiconque, la tolérance doit se mettre en place dans les institutions. C'est des patients qui vont avoir des conduites transgressives, qui vont s'en aller alors que on les attendait à déjeuner, finalement ils n'y seront pas, et qui sont donc dans le refus, dans la non-demande, dans le renoncement, toute cette sémantique de la difficulté qu'on a quand en fait on ne va pas nous dire bah oui je suis d'accord pour les soins que vous allez me donner. Et finalement ça va en permanence un peu mettre en échec les équipes et puis questionner sur notre rôle soignant. Donc les EMSA, dans les petits moyens qui nous sont, dans notre petite mesure, en tout cas dans notre esprit de travail, c'est nous aussi on va vers, même si on ne va pas dans la rue. Je pense qu'il y a vraiment une question de topos qui peut se poser là. Tu disais ce matin, établir et garder le lien. Tu vois, je n'avais pas vu ce que tu allais dire, mais établir et maintenir le lien reste quand même quelque chose d'important. L'avantage qu'on pourrait avoir, c'est qu'on peut, nous, en décodant certains signes, donner du sens. Et donner du sens, c'est 50% du job qui est gagné pour les équipes. Si elles trouvent du sens à ce qu'elles font, elles vont pouvoir aller au-devant de certaines difficultés de façon plus facile. Et je pense que vraiment, donner du sens est essentiel. Je redis l'école de la tolérance et de la reconnaissance de nos limites soignantes. On a tous nos propres limites et c'est important qu'elles soient dites, qu'elles soient énoncées, qu'elles soient partagées. Parce que sinon on ne peut pas continuer à faire du soin correctement.
On aide à travailler le compromis pour renforcer le pouvoir d'agir des personnes et le sentiment d'appartenance, en acculturant les équipes, en les formant, et même s'il y a du turnover, il faut savoir qu'il faut former et reformer et re-reformer et y retourner, même si on est allé il y a 6 mois et même si on y retournera dans 6 mois. La lutte contre la stigmatisation, c'est important. C'est de l'infiltration. On infiltre un peu dans nos discours comment faire pour ne pas ostraciser les personnes et lutter d'une certaine forme de stigmatisation, dont on sait bien que les soignants sont les premiers au top des stigmatisants. Par contre, en termes de thérapeutique médicamenteuse, hormis essayer de déprescrire quand il y en a un petit peu trop, on n'a pas de spécificité particulière. Pour conclure, les freins potentiels au développement de nos équipes sont effectivement ce qu'on attend de nous, parce que parfois on nous attend un petit peu comme Saint-Rita. Et ça, vous m'entendez souvent dire au staff qu'on n'est pas Saint-Rita et que on ne va pas être là avec notre baguette magique ni notre boule de cristal. On fait avec les moyens et les ressources. On fait avec la temporalité contrainte de celle de toutes les équipes de soins, qui est quand est-ce qu'on y va, à quelle heure, dans combien de temps, pour combien de temps. On est responsable d'une certaine forme, donc cette responsabilité géopopulationnelle de notre bassin d'intervention. Il faut donc répondre aux idéaux et à ce que les équipes vont attendre beaucoup de nous. Et savoir aussi savoir que on va devoir former les gens, mais qu'ils vont s'en aller, mais qu'on va devoir les reformer. Et ça, c'est vraiment pas facile à intégrer. Que une fois qu'on a fait le job, en fait, c'est pas gagné. Il faut pas toujours le refaire. Une de mes collègues en équipe mobile m'avait toujours dit, une équipe mobile, c'est fait pour arriver sur un territoire, former tout le monde et après disparaître. Et ça serait bien. Moi, j'avais pensé cette idée-là comme ça, même en me disant, je ferais quelque chose d'autre après. Et en fait, on voit bien qu'on arrive, on y est presque, et puis paf, patatras, il y a quelqu'un qui s'en va, il y avait un pilier qui s'en va, Carole qui s'en va, enfin voilà. Donc on est comme ça sans cesse en train de monter, de descendre des montagnes russes, mais voilà, du coup on reste, on s'accroche à notre rocher. Et pour finir avec quelques mots plutôt positifs, puisque c'est quand même vraiment sympa de bosser en équipe mobile et vraiment intéressant, c'est des systèmes qui vont valoriser la santé avec ces objectifs qu'on garde d'objectifs atteignables, de prévention. On répond vraiment aux besoins des personnes et on est vraiment utile. Là, pour le coup, ça a du sens. On travaille en interdisciplinarité, dans une logique de réseau. On n'est jamais tout seul. On a toujours, on a même une fédération des équipes mobiles d'Île-de-France qui se réunit le 4 mars prochain. Et on est dans un leadership mobilisateur. Et je pense que vraiment, ça, c'est aussi le nerf de la guerre pour continuer à faire ce qu'on fait au mieux. Et je vous remercie de votre attention. Merci Cécile. Alors on a laissé le temps aux orateurs de s'exprimer. On a peut-être la place pour une ou deux questions brûlantes. Oui. Vous pouvez parler fort ? Oh non, il y a un micro qui arrive. Bonjour à tous. Moi, je suis cadre de santé sur le secteur 94 G012, dont je suis sur le CMP d'Ivry-sur-Seine. C'est juste pour dire que nous sommes en train de travailler sur l'MPSA qui a été lauréat depuis 2 ans et l'équipe est en train de se déployer. Donc voilà, pour vous dire que j'ai mis 2 infirmières qui travaillent vraiment arrache-pied. Donc j'aimerais bien quand même que nos collègues de Corentin-Selton soient au courant parce que j'ai beaucoup appelé les infirmières pour pouvoir travailler sur le projet qu'on avait envoyé pour notre appel à projet. Oui. Ah non, je n'ai pas reçu l'invitation pour le 4 mars. Donc, j'ai reçu l'invitation pour l'année dernière, mais cette année, je n'ai pas reçu l'invitation. Donc, j'ai toute une équipe qui est derrière moi et qui peut venir à votre invitation. Voilà, c'est justement, je voulais... voilà. En tout cas, votre remarque, elle met en avant l'importance de la complémentarité des disciplines. On parlait de la neurologie, de la psychiatrie et de la gériatrie. Dans ce domaine-là, c'est fondamental, quoi. Une autre question ? Oui. Alors, à propos de l'angélisme qui n'est plus de mise dans ce métier, je voulais savoir
qu'est-ce qui vous permet de continuer quand même à faire ce métier si ce n'est pas l'intérêt pour les gens? Ce n'était pas une critique du tout, hein, c'est parce que je m'en doute que vous avez une autre source d'énergie pour continuer à le faire. Ce serait quoi, par exemple? Qui c'est qui a parlé d'angélisme? Nous, les gériatres, on a de la motivation. C'est les psychiatres qui ont de l'angélisme et qui n'en ont plus. Hein. Préoccupante, en tout cas dans le champ de la psychiatrie, qui est à peu près un des champs où, finalement, avec le système des contraintes, vous avez beaucoup parlé du consentement, du refus, blablabla, comment dire, je suis d'accord, je suis pas d'accord, etc. Mais souvent, pour être très pragmatique, des situations qui sont complexes ou qui, à un moment donné, vont faire, vont perturber des fonctionnements institutionnels, par exemple aux urgences ou dans d'autres services somatiques, etc., vont, pour des raisons diverses, se retrouver dans des services de psychiatrie, parfois sous la contrainte. On a beaucoup actuellement de patients qui sont dans les soins somatiques, avec parfois d'ailleurs des interventions lourdes ou des maladies somatiques très chroniques, etc., et qui vont, pour des raisons diverses, être vraiment très perturbateurs dans le système de soins et jusqu'à avoir des problèmes de comportement. Et c'est vrai que la lisière entre le problème de comportement et la décision de l'internement, elle est parfois un peu ténue à mes yeux. Et donc c'est vrai que la psychiatrie publique devient quand même un peu l'asile, si je puis dire, de toutes ces situations très complexes. Sauf que là, on voit bien qu'avec l'appauvrissement des moyens en personnel médicaux et puis le découragement, parce que je parlais d'angélisme, c'est une réalité. Il y a une hémorragie massive de soignants non médicaux. Il y a beaucoup de questionnements dans les jeunes générations de médecins aussi. Donc votre question, elle est parfaitement pertinente. Alors moi, je ne vais pas répondre personnellement, mais c'est vrai que cette question de qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, dans les jeunes générations, des personnes dans des situations aussi difficiles trouvent la possibilité de s'engager durablement, ça, c'est une question ouverte, c'est un vrai débat, c'est sûr. Il y a sûrement des questions très personnelles aussi, il y a des questions d'attachement au service public, des questions d'équité pour tous les soins, des questions probablement aussi très personnelles par rapport à la médecine, la psychiatrie, etc. Mais c'est une vraie question, vous avez raison de la poser, parce que c'est une vraie question, et vraiment, elle est très, très actuelle, notamment dans les jeunes générations. Moi qui vois beaucoup de jeunes psychiatres ou de moins jeunes, en tout cas qui sont parfois à des âges un peu charnières, on va dire, alors qu'il y a ne serait-ce que 20 ans, ils étaient absolument convaincus de la nécessité de faire carrière dans l'hôpital public. Désormais, tous se posent la question. Donc, c'est un vrai sujet. Et pour l'avenir, je ne sais pas ce que ça va donner, mais quand je parlais de tri, conscient ou pas des patients, c'est hélas une réalité. On avait été beaucoup confrontés à cette question du tri lors de la période Covid, parce qu'on avait monté une cellule éthique au GHU qui était animée avec des réanimateurs et des experts de la société civile autour de ces questions. Et c'est vrai que quelque part se dessine un petit peu cette idée de repérer des patients qui finalement pourraient avoir le plus de bénéfices à être hospitalisés sur des périodes circonscrites et à laisser sur le carreau d'autres patients qui le seraient moins. C'est peut-être un peu dur ce que je dis, mais c'est une réalité. Donc venez travailler à l'hôpital. On va conclure là pour laisser la place à l'autre table ronde. Merci à tous. Merci beaucoup à chacun des intervenants.